Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 12 de la saison 9 de The Walking Dead. Et par rapport à l'épisode précédent, j'ai quand même beaucoup plus apprécié cet épisode, même si effectivement il y a pas mal de choses qui cassent le rythme, et notamment toute la partie avec Gabriel et ses états d'âme de est-ce que je vais rester avec Rosita ou pas. Bon, je comprends qu'ils avaient besoin de caser ça quelque part, mais je trouve que c'était assez long et c'était entre eux découpé, donc du coup ça cassait un peu le rythme à certains moments où on avait envie de voir des choses plus intéressantes. J'ai adoré les passages avec Michonne. De toute façon, je suis difficilement objective avec Michonne, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle est là, elle crève l'écran, et notamment le passage avec Negan était juste extraordinaire. Les passages avec les chuchoteurs, je suis toujours pas fan d'Alpha. Ça va pas changer, je crois que je... En fait, c'est pas que je suis pas fan d'Alpha, c'est que je suis pas fan de l'actrice, parce que Alpha, le personnage, l'écriture du personnage est juste incroyable. Elle est effrayante, elle est incontrôlable, elle est complètement tarée, et ça, c'est vrai que voilà, niveau personnage, c'est super intéressant, mais voilà, l'interprétation, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus par la suite. Donc, on s'arrête quelques instants à Alexandria. Donc, Michonne est en colère puisqu'elle ne savait pas par rapport à la radio. Donc, on avait Gabriel, Eugène et Rosita qui étaient un petit peu dans la confidence de tout ça. Puisqu'ils ont voulu mettre un amplificateur de signal et ce qui a permis par la suite justement de découvrir l'existence des chuchoteurs. À Alexandria, on se rend compte que les relations sont quand même assez conflictuelles puisqu'il y a tout un problème autour du pouvoir et notamment par rapport à qui est en charge d'Alexandria. À la base, il devait y avoir un conseil et chacun avait un petit peu sa spécialité. Michonne avait comme spécialité la sécurité, c'était le chef de la sécurité. Le problème, c'est que par les temps qui courent, tout touche un petit peu à la sécurité et comme elle a un droit de veto, au final, c'est toujours un peu elle qui a le dernier mot et Gabrielle, ça le défrise totalement parce que peu importe ce qu'ils vont prendre comme décision, tout va être en fonction de ce que va décider Michonne. Et donc, on se rend compte que peu importe ce qui se passe, le conseil ne peut rien faire et c'est Michonne au final qui est le leader, mais officieusement. Et d'ailleurs, elle parle au nom d'Alexandria quand elle dit qu'elle refuse d'aller à la foire, d'envoyer une délégation à la foire du royaume. Elle parle au nom d'Alexandria et pas seulement de son nom à elle. Mais effectivement, il y a un petit peu un certain dilemme parce qu'il y a le côté, effectivement, il s'est passé pas mal de choses pendant Time Jump, on n'en sait pas plus. Et ça d'ailleurs, ça me frustre beaucoup parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes qu'on nous tease. Oui, il s'est passé quelque chose pendant Time Jump, etc. Dans les interviews, on n'a pas arrêté de nous dire qu'on allait savoir ce qui s'est passé. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'effectivement, Michonne a déjà sauvé la mise une fois, et je pense que d'ailleurs c'est avec Daryl. Daryl et Michonne ont été, je pense, décisifs dans le sauvetage des communautés par rapport à ce fameux conflit qui a eu lieu pendant le Time Jump, qu'ils en ont même certainement payé de leur personne. Ces derniers épisodes, ça me fait penser un petit peu à des private jokes, c'est-à-dire qu'on va faire des petites allusions qu'on va pas comprendre, et ça c'est un peu chiant parce que ça fait quand même beaucoup d'épisodes qu'on nous tease des petits trucs par-ci par-là, sans pour autant qu'à un moment donné on nous dévoile ce qui se passe. Alors effectivement il reste encore beaucoup d'épisodes dans la saison, mais arrêtez de nous teaser dans ces cas-là, mettez ça de côté pendant quelques temps et vous nous en parlez à la fin de saison, je sais pas. J'ose espérer que l'événement en question est très important parce que à nous teaser comme ça, faut vraiment que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire là, si c'est un truc, un conflit qu'on a déjà vu 50 fois, je veux dire le soufflet va retomber totalement et ça va être sans intérêt et ça nous aura juste frustré pour rien du tout. Que là, voilà, on nous tease pas mal de choses, donc forcément on est impatient et derrière il y a rien qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce time jump et qui a quand même des répercussions sur beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la série. Donc voilà, va falloir qu'on nous donne quelque chose en échange parce que là ça commence à être un peu difficile. Donc effectivement il y a ce dilemme de il s'est passé beaucoup de choses pendant le time jump, des choses qui ont été très compliquées et qui ont sûrement causé la mort de nombreuses personnes, qui ont en tout cas traumatisé beaucoup de personnes et qui a justement provoqué un changement de comportement, notamment chez Michonne, ce que d'ailleurs va lui faire remarquer Judith. Il y a ça, et en plus il y a une nouvelle menace qui est vraiment inédite, c'est-à-dire des gens qui se mêlent aux rôdeurs, qu'on a du mal à distinguer des rôdeurs, donc ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où, donc c'est une menace hyper importante qui peut être sur n'importe quelle route, qu'ils peuvent croiser n'importe où, donc ouais, on est monté encore sur une échelle de menace, c'est-à-dire qu'il s'était rien passé pendant quelques temps et déjà Michonne était très méfiante. Alors là, c'est en plus une menace dans les parages dont on n'a aucune information là-dessus, ça risque d'être encore plus compliqué. Et à côté, effectivement, il y a le discours des autres qui est, on peut pas rester tout le temps enfermé sur nous-mêmes. Alors on n'a pas communiqué avec les autres communautés, on est resté vraiment en autarcie, on n'est pas sorti, on n'a pas su ce qui se passait pour les autres. Effectivement, Aaron, ça n'empêchait pas quand même de voir Jesus, etc. Mais le problème, c'est que s'ils restent comme ça entre eux, le jour où ils auront besoin d'aide, effectivement, personne n'ira les aider parce que eux n'ont aidé personne. Et le problème qui se pose, c'est que là, le royaume a besoin d'eux. Ils ont besoin que Alexandria vienne à la foire pour pouvoir faire du troc, pour pouvoir faire des échanges, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de vivres, ils sont très isolés des autres communautés. Et donc la foire, c'est vraiment quelque chose de très important pour eux, et il faut que toutes les communautés puissent venir pour pouvoir les aider. Mais comme Michonne refuse d'envoyer une délégation là-bas, forcément ça cause des problèmes. Donc quelque part, on peut comprendre Michonne, et en même temps on peut comprendre les autres, et effectivement Aaron, qui est un petit peu entre les deux, mais qui a quand même pas mal changé
changé d'avis parce que justement son ami est mort, donc celle où il dit mais finalement Michonne n'avait pas tort, je veux dire, les menaces n'ont pas disparu et ne disparaîtront sûrement jamais en fait, c'est que même s'ils ont un moment de répit, ils ont l'impression que tout va mieux, il y a toujours des nouvelles menaces qui arrivent et donc il faut constamment se méfier, constamment rester sur ses gardes, et dans ces cas-là on sait qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur ça va forcément être dangereux même si on a tout prévu. Negan va demander à discuter avec Michonne et c'est quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience de revoir des dialogues entre eux parce que je trouve qu'à chaque fois qu'ils sont ensemble, je sais pas, il y a une étincelle, il y a un truc qui se passe qui est juste incroyable, ce sont deux très bons acteurs et en plus deux de mes personnages favoris, donc il y a toujours un petit truc qui se passe et j'aime bien déjà Negan qui a toujours un peu son humour et tout ça, mais qui est un peu moins dans l'humour graveleux, lourd et tout ça, qui est un petit peu plus dans l'humour léger. On ressent de la gentillesse à travers ses paroles et tout ça, enfin je sais pas, je le trouve vraiment adouci. Il est un petit peu provocateur, bon ça c'est son personnage, je veux dire c'est son caractère, il sera toujours comme ça, mais il est pas provocateur pour rien non plus, je veux dire des fois quand même il met Michonne en face de certains trucs qu'elle veut pas avouer, et notamment le fait que c'est le leader d'Alexandria, c'est-à-dire qu'elle le sait pertinemment, Gabriel lui met en face du nez, tout le monde lui met en face du nez, et elle nie totalement, pour elle il y a toujours un conseil, il y a toujours possibilité de voter, mais effectivement c'est toujours elle qui a le dernier mot, donc ça ne change pas grand-chose finalement. Negan se dit que c'est totalement du génie, parce qu'au final c'est elle qui a écrit la Constitution, c'est elle qui voulait donner le pouvoir au peuple, et au final c'est elle qui décide de tout ce qui se passe, donc voilà, c'est juste du génie. Et c'est là où elle se met en colère, elle se dit mais en fait tu sais pas du tout de quoi on parle, elle a l'impression qu'il sort des trucs comme ça, totalement hors du contexte, qu'il a entendu 2-3 phrases à l'extérieur et tout ça, et au final elle va se rendre compte que c'est Judith qui lui parle beaucoup, et c'est là où je suis étonnée, c'est que depuis qu'il y a le time jump, on sait très bien que Judith parle régulièrement à Negan, notamment quand elle fait ses devoirs, etc. Je me dis mais quel genre de mère n'a pas encore compris justement que Judith parlait très souvent à Negan, parce que je veux dire, elle est quand même à l'extérieur, c'est pas comme si elle se cachait pour aller le voir ou quoi, ou qu'elle descendait dans la cellule, je veux dire elle est juste à l'extérieur sur des marches à côté de la cellule, je veux dire tout le monde a dû la voir, elle y compris, et elle n'avait pas capté qu'il s'était installé une relation entre Judith et Negan. Judith d'ailleurs qui va essayer de défendre Negan, parce qu'au bout d'un moment effectivement Negan aurait pu purger sa peine entre guillemets, même si c'est effectivement pas assez, même parmi les lois actuelles, c'est sûr que 7 ans et demi c'est pas suffisant pour purger une peine de plusieurs meurtres, juste en plus avoir enclenché une guerre, etc. forcément. Mais Michonne n'admet pas la possibilité que lui propose Judith, c'est-à-dire le fait que Negan ait pu changer. Pour elle ça n'est pas possible, et puis surtout Negan part de très loin, donc pour changer voilà il aurait fallu un électrochoc, quelque chose. Negan qui quand même le fait remarquer Judith aurait pu tout simplement prendre la poudre d'escampette et ne jamais revenir. Quel intérêt il a à revenir en cellule à part pour montrer qu'il a changé, et parce que finalement rien ne l'attend à l'extérieur, il ne peut rien faire, il n'est plus en danger puisque de toute façon il n'a plus personne à commander, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire, il n'est plus du tout une menace. Et Judith qui va lui faire remarquer que effectivement que les gens peuvent changer puisque elle pense vraiment que Negan a changé, et elle lui dit surtout Michonne a changé, et effectivement ce qui s'est passé pendant Time Jump, mais aussi la mort de Rick et tout un tas d'autres choses qui se sont produites avant, qu'on a bien vu dans la série, font que Michonne est devenue plus méfiante que jamais, et malheureusement c'est au détriment de la liberté des habitants d'Alexandria. Comme je disais, je trouvais ça bizarre que Michonne n'ait pas aperçu Judith plus souvent en train de parler avec Negan. D'ailleurs, Judith lui fait remarquer, elle dit mais oui, au moins lui il m'écoute, c'est-à-dire que quand elle a besoin de parler et tout, c'est une oreille attentive, et effectivement il s'intéresse à elle, il lui pose des questions. Enfin, ouais, il essaye de la comprendre, il est là pour elle, alors que sa mère est certainement beaucoup trop occupée parce que justement elle se charge de la sécurité, donc ça doit être un boulot à plein temps. Elle est très préoccupée, et puis effectivement elle est dans un état d'esprit qui est un petit peu compliqué, qui fait que malheureusement, même si quand même c'est une bonne mère, on le sait qu'elle aime sa fille et tout, mais elle la délaisse quand même parce que le plus important c'est quand même la survie de tous, et notamment la survie de sa fille et de son fils. Donc Negan a été un petit peu le parent de substitution pour Judith, qui effectivement de toute façon manquait d'un père, mais qui malheureusement manquait aussi un peu d'une mère. Puis on a les passages qui ont totalement cassé le rythme. En fait on aurait pu faire 2 scènes de, je sais pas, de 2 minutes grand maximum, et ça aurait été suffisant pour tout l'épisode, et là on a découpé ça en plusieurs trucs, avec des passages plus ou moins intéressants. On a Rosita qui va s'excuser du fait que Gabriel s'attendait pas forcément à ce que Rosita soit enceinte, et surtout pas en plus d'un autre homme. Effectivement on apprend quand même, bon ça on l'avait plutôt compris dans les épisodes précédents, que Rosita et Gabriel étaient ensemble depuis très peu de temps, mais bon c'est là où je me dis quand même, elle est passée de l'un à l'autre très vite, à peine elle a fini d'être avec l'autre, hop elle est partie avec Gabriel, peut-être même qu'elle a quitté Siddiq pour aller avec Gabriel. En tout cas, chose assez étonnante, parce que je me disais, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de carré amoureux bizarre, puisqu'on avait Siddiq qui est donc l'ex de Rosita, on a Eugène qui est amoureux de Rosita, et on a
Gabriel qui est aussi amoureux de Rosita, donc je me suis dit, est-ce que finalement Rosita finirait pas avec Eugène et ce serait un délire? Et au final, il s'avère qu'elle est vraiment amoureuse de Gabriel et qu'elle a envie d'élever son enfant avec Gabriel, et puis effectivement, qu'il y ait une garde partagée avec Siddiq. Enfin, surtout qu'ils vivent dans la même communauté, donc c'est pas très très compliqué en soi, je veux dire, à pas faire un mercredi sur deux, voilà, les vacances scolaires, des trucs comme ça. La seule chose que j'ai trouvé intéressante dans tout ça, c'est le comportement d'Eugène, qui est juste exemplaire. Je veux dire, le mec, il est juste parfait, en fait. Bon, on peut dire ce qu'on veut par rapport à la saison 8, et effectivement, la saison 8, il était assez énervant, mais à la fin, on était content parce qu'au final, il avait pas retourné sa veste, il avait quand même aidé les autres, etc. Donc moi, c'est un personnage que un coup j'aime beaucoup, un coup j'aime beaucoup moins, un coup j'aime beaucoup, beaucoup moins, et là, depuis la saison 9, j'aime beaucoup à nouveau. Et malgré le fait qu'il aime Rosita, il va quand même pousser Gabriel à rester avec Rosita, parce qu'il est dans sa petite crise existentielle. Est-ce que je dois rester avec Rosita ou pas? Je sais pas si c'est bien pour l'enfant, je sais pas si c'est bien pour elle, je sais pas, bref, on s'en fout un peu. Et Eugène qui va jusqu'à même faire des calculs et tout, enfin je veux dire, mais je veux qu'il fasse des calculs pour moi aussi, qu'il me calcule, je sais pas, ma trajectoire de bonheur en fonction des paramètres actuels, je sais pas trop, enfin c'est un délire. Et en fait, il rationalise tout, en fait, tout doit être scientifique, tout doit être vraiment rationnel, il y a des chiffres, etc. Tout est factuel, donc il faut lui montrer quelque chose de concret, il faut lui montrer à Gabriel une preuve. Et donc il a fait des calculs avec des trucs, donc il y a des points en fonction des choses positives et négatives, et au final après ça amène à une courbe de bonheur sur le long terme. Et en lui prouvant donc qu'en restant avec Rosita, même si il va élever l'enfant de quelqu'un d'autre, leur bonheur ne sera que décuplé au fur et à mesure du temps, donc il n'a aucune raison de laisser Rosita, surtout que Rosita l'aime, et Eugène ne veut que le bonheur de Rosita, donc si son bonheur à elle est avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec Gabriel, même si ça le dépasse totalement, d'ailleurs même nous on est en mode pourquoi lui quoi, ça n'a pas de sens. Même malgré ça, il va quand même faire en sorte que le couple Gabriel-Rosita continue à perdurer, et a même confectionné des pantalons de grossesse pour Rosita, et donc il va donner à Gabriel, c'est-à-dire que Gabriel va les offrir à Rosita en faisant croire que c'est carrément de lui alors que c'est d'Eugène. Et Eugène qui observe la scène de Gabriel qui rejoint Rosita pour montrer qu'au final il va accepter de rester avec Rosita, et qui va composer avec le fait qu'effectivement Siddiq est le père de l'enfant. Mais du coup c'est triste parce que je me dis le pauvre Eugène, c'est le bon garçon, c'est celui qui fait tout bien, qui est très gentil et tout, qui aurait fait n'importe quoi pour elle, et quitte à même se sacrifier, mais sacrifier que ce soit physiquement, enfin sa vie, puis même son bonheur à lui, mais de le voir un petit peu les larmes aux yeux avec un sourire et tout, voir que Rosita est bien avec Gabriel et Siddiq, ça fait un petit pincement au cœur, et j'espère qu'il va trouver quelqu'un parce que c'est un peu triste, et en même temps c'est un beau message. Parmi toute cette cruauté et tous ces passages peut-être un peu lourds dans cet épisode, c'était le petit moment de sensibilité, de mignonnerie, voilà, quelque chose de très sympathique qui est ressorti de ça, et j'ai trouvé ça cool. Mais voilà, c'était vraiment le seul moment que je peux retenir ça avec ces fameux calculs de toute cette partie Gabriel, Eugène, Rosita, parce que le reste, voilà, j'en ai pas eu grand chose à faire, on va pas se mentir. Donc j'espère que maintenant, on va pouvoir passer à d'autres choses. Après ce que j'ai dit Judith, Michonne va finalement accepter, si jamais un vote est refait, qu'une délégation d'Alexandria parte à la foire. Donc ça montre que Michonne n'est pas quelqu'un de complètement fermé, qu'effectivement, des fois, il lui faut un petit électrochoc pour que son état d'esprit revienne comme avant, voilà, qu'elle devienne une personne un petit peu plus sensée, puis qu'elle agisse un peu plus normalement. Mais c'est vrai qu'il aura fallu quelques petites punchlines un petit peu dans la figure, que ce soit de la part de Gabriel, de Negan ou de Judith, pour lui remettre un petit peu les idées en place. Effectivement, elle peut pas toujours interdire tout aux gens, elle peut pas faire le dictateur, parce que là on était clairement sur des bases qui menaient un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'elle décidait tout toute seule, donc là on est quand même sous une forme de dictature, donc elle se rend compte qu'elle va effectivement trop loin, et que surtout, si les gens veulent prendre des risques pour leur vie, qui elle est pour juger? C'est pas elle de décider qui va mettre sa vie en danger ou non. Si les gens veulent faire des choses alors que c'est risqué, eh bien ils peuvent aussi être responsables de leurs propres actes. Du côté des chuchoteurs, on a Alpha qui est quand même très suspicieuse et qui se demande ce qui s'est passé en temps de temps. Alors niveau temps, on sait pas trop combien de temps est passé, mais d'après ce que dit Alpha, Lydia a l'air d'avoir été captive quand même assez longtemps, alors que pour moi j'ai l'impression que ça devait être 2-3 jours, pas plus. Elle observe quand même un changement chez sa fille, un changement de comportement, et qu'il aurait pu se passer certaines choses qui puissent justement expliquer ça. Et donc elle va se poser la question, pourquoi Daryl voulait tant garder Lydia? Normalement, bon voilà, c'est quelqu'un d'ennemi, donc il aurait dû lui échanger facilement une personne qui fait partie d'un camp ennemi avec les siens. Ça coulait de source, ça aurait été normal, mais elle a quand même bien vu qu'il était réticent à lui rendre Lydia, ce qui n'est pas du tout normal. Et donc se pose la question si Lydia, pendant son séjour, a pas créé des liens avec certaines personnes de la communauté. Lydia tente de s'en sortir de cette situation en expliquant qu'elle a fait semblant d'être quelqu'un de fragile, d'avoir besoin d'aide et tout ça, voilà, de faire un petit peu l'innocente,
de faire comme si elle n'aimait pas les chuchoteurs, etc. Donc elle joue double jeu, elle a pas trop le choix. Mais sa mère est très intelligente et on sent qu'elle avale pas tout le baratin, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle est en train de dire que j'aime bien avec les animaux, c'est que les animaux ne mentent pas. Et puis elle dit à Lydia, tu te sous-estimes parce que bon, t'es une bonne menteuse. Un petit peu pour dire, je sais que t'es en train de mentir là, mais limite, je pourrais quasiment y croire en fait. Puis Alpha essaye de glaner pas mal d'infos parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les chuchoteurs essayent de se renseigner sur les autres groupes qui peuvent leur être ennemis. Et notamment là, effectivement, s'ils sont amenés à les revoir, faut quand même savoir pas mal de choses sur eux. Et donc, elle va essayer d'avoir des informations auprès de Lydia. Lydia qui va dire qu'ils font pas de troc, qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes, etc. Ce qui conforte un petit peu Alpha dans le sens où elle va se dire que vu qu'ils sont quand même très nombreux, vu qu'ils ont, ils ont des armes blanches, etc., ils ont les rôdeurs, techniquement, et elle pense qu'ils ont peut-être la supériorité sur la colline. Donc on a une Alpha qui peut très clairement se sentir un petit peu en confiance. Et plus Alpha va essayer de tirer les verres du nez de Lydia, et plus Lydia va se demander, mais en fait, pourquoi t'es venu me chercher? En fait, t'es juste venu me chercher parce que tu veux des infos. En fait, le reste, c'est pas pour moi que t'es venu me chercher, c'était juste pour savoir des trucs sur les communautés, le reste, tu t'en fiches en fait. Et Alpha qui dit, ah, t'es idiote, quelle question idiote, parce que finalement, elle veut pas montrer qu'elle aime sa fille, mais c'est très bizarre comme relation, et je trouve que c'est très intéressant aussi. C'est est-ce qu'elle aime sa fille, ou est-ce que c'est parce qu'elle aime qu'elle lui appartienne, ou parce qu'elle fait partie des siens, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'elle aime sa fille, mais ça l'empêche pas de lui faire des choses atroces. D'ailleurs, elle dit, on doit tout faire et n'importe quoi d'ailleurs, pour protéger les siens, au point, enfin même de lui faire du mal. D'ailleurs, elle dit même pour les protéger d'eux-mêmes, c'est-à-dire les protéger du fait qu'ils sont faibles, il faut les rendre forts, et donc il faut faire des choses atroces pour les rendre forts. Le courageux Henry qui s'est mis dans de beaux draps en suivant les chuchoteurs, je pense qu'ils avaient totalement sous-estimé leur dangerosité, va donc se faire choper par Beta. Donc on va pouvoir voir Beta, ça fait longtemps qu'on attendait de le voir, ça fait longtemps qu'on voulait en savoir plus. Bon, c'est pas forcément dans cet épisode qu'on en saura le plus, en tout cas tout ce qu'on va comprendre c'est qu'effectivement il est le second Alpha. Bon, de toute façon il s'appelle Beta, donc je pense que de toute façon il n'y avait pas trop de doute, voilà, mais il la soutient, et il la soutient malgré le fait que c'est pas autorisé, puisque normalement il n'y a pas de soutien. Je veux dire, les chuchoteurs sont soit forts soit faibles, les faibles meurent, les forts restent en vie, mais en aucun cas ils vont se soutenir. Henry, lorsqu'il va se faire attraper, va dire qu'il est venu pour chercher Lydia, donc là c'est clairement pas lui rendre service de dire ça, et Lydia va donc le frapper parce qu'elle doit montrer qu'elle le déteste ou qu'elle en a rien à faire en fait de lui. Elle doit montrer son indifférence envers lui, et notamment le fait qu'elle a rien demandé, qu'elle a pas du tout demandé à ce qu'ils viennent le chercher. Et le problème c'est qu'effectivement le fait que Alpha se dise c'est bizarre parce que Daryl ne voulait pas laisser Lydia partir, le fait que Henry vienne la chercher, pourquoi ces personnages feraient ça s'ils ne commencent pas à tenir à Lydia, s'ils n'ont pas commencé à créer un certain lien ensemble, même une certaine confiance, c'est que quelque part il s'est passé quelque chose pendant sa captivité. Et Alpha est quelqu'un de très très stratège, malgré le fait qu'elle peut être tarée, etc. Mais c'est quelqu'un qui est taré, mais qui est extrêmement intelligent. Néanmoins, sa faiblesse reste quand même sa fille, puisqu'en allant chercher sa fille, elle a dérogé quand même aux règles des chuchoteurs, c'est-à-dire que normalement quand quelqu'un disparaît ou quelqu'un meurt, on continue sa vie, on va pas aller le chercher, on ne sauve pas les gens, on les aide pas, on s'en fiche, on continue notre vie. Et là, elle est allée quand même chercher sa fille. Non seulement elle a été chercher sa fille, alors que normalement ça ne se fait pas, mais en plus elle a même pas fait payer les communautés pour les meurtres qui ont été perpétués parmi sa communauté. Bon, même si de toute façon les meurtres étaient effectivement légitimes, mais dans leur credo à eux, normalement on touche à eux, voilà, ils se vengent. Et là, ça fait deux choses quand même qu'elle a pas respectées, et donc légitimement, certaines personnes de sa meute vont la défier. Donc comme j'expliquais dans ma vidéo sur les chuchoteurs, n'hésitez pas à la regarder si vous n'avez pas vu. On a un alpha, mais l'alpha peut être défié à n'importe quel moment par n'importe quelle personne de la meute, et donc là c'est un duel à mort, et il suffit tout simplement de défier l'alpha, et si on gagne, si on tue l'alpha, on devient l'alpha à sa place. Donc il y en a un qui porte ses coronesses, qui se dit tiens je vais la défier, et au final on a Beta qui va l'aider, alors que c'est pas autorisé non plus, comme je disais, on ne soutient pas les autres, et notamment si elle est chef, c'est normalement parce que c'est la personne la plus forte du groupe, et le fait que Beta l'aide, c'est quand même beaucoup de la triche. D'ailleurs ils vont le faire remarquer, mais finalement vu que tout le reste de la meute est quand même de son côté alpha, est quand même assez reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait, notamment parce qu'apparemment elle a réussi à les faire survivre pendant très longtemps, personne va bouger d'une oreille, sauf deux personnes qui vont forcément être un petit peu réfractaires, dont un qui va la défier, mais comme elle se sent pas vraiment apte peut-être à se battre face à un homme, elle va se retourner vers sa compagne qui elle accuse d'être à l'origine justement de cette mutinerie. Et c'est une scène qui est assez intéressante, et c'est ça que j'aime bien par contre chez les chuchoteurs, et du coup qui se ressentait pas du tout dans le comics parce que c'est écrit, c'est dessiné, les murmures, les chuchotements justement, et ces menaces en chuchotant, je trouve ça assez terrible, ça donne un côté encore plus effrayant qu'effectivement on voyait pas dans le comics. Quand on chuchote en général c'est doux, enfin voilà, ça va être
le soir quand on veut pas faire trop de bruit, ou quand quelqu'un dort, donc c'est en général une connotation assez bienveillante, j'ai envie de dire, à moins que ce soit pour se cacher de quelqu'un, mais chuchoter et menacer en même temps, pour moi ça va pas du tout ensemble, et du coup ça donne un côté très effrayant, totalement psychopathe. Bon, je rappelle quand même qu'il chuchote pour pas que les morts les entendent, hein. D'ailleurs à chaque fois je suis toujours étonnée des noms que donnent les différentes communautés. Et en l'occurrence il les appelle The Hungry Ones, c'est-à-dire les affamés, ceux qui ont faim. Et là c'est passé quelque chose qui, je pensais être quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire je me suis dit tiens, elle va peut-être poignarder, ou alors couper la carotide ou quelque chose comme ça, et là carrément elle sort une espèce de bracelet, et elle va aller le décapiter comme ça vers l'arrière. Je me suis dit... Ouais, c'est assez chaud quand même. Je m'attendais pas à un niveau de cruauté aussi élevé. Enfin, je veux dire, quand même, les shooters sont très, très, très cruels. Mais on accompagne ça de quelque chose de visuellement choquant. En fait, de le voir à la télé, c'est quand même... Ça prend une ampleur encore plus gore. Mais j'ai adoré le choix parce qu'on les rend plus cruels. Alpha, on la rend plus tarée. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en tant que fan du comics, et qui était un peu frustré parce qu'on connaissait pas finalement tant de choses que ça sur les chuchoteurs, même si effectivement j'ai réussi à résumer les principes de base dans ma vidéo. Et effectivement, de voir par exemple le camp, tout ça, de voir le camp avec les pots de rôdeurs et tout ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le comics mais que j'avais envie de voir en vrai. Le fait qu'ils enlèvent la peau des rôdeurs comme ça, je trouve ça hyper dégueulasse, mais là de voir en vrai c'est autre chose, donc ça donne une autre dimension de voir ça en vrai. Je trouve ça vraiment très très chouette en tant que fan du comics. On nous apporte quelques petites choses en plus, et voilà, la cruauté qui est vraiment à un autre stade et qui peut donc donner des scènes encore plus cruelles et encore plus impressionnantes que dans le comics. Donc là, c'est là où j'attends beaucoup la série là-dessus, c'est nous emmener à un autre niveau de méchanceté, de cruauté, et justement qu'on soit assez surpris. Donc elle va décapiter cette femme, elle va poignarder l'autre, et les cadavres vont servir à nourrir les rôdeurs. Donc on se dit, mais en plus on a Henry qui est totalement décomposé, le mec qui fait, mais j'aurais pas dû venir. C'était pas une bonne idée, pourquoi je suis venue. Par contre, Alpha, ça ne le fait pas. Alpha, ça ne le fait pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'écriture du personnage, il n'y a pas de problème. Tout son background, etc., il n'y a pas de souci. Mais l'interprétation, j'aime pas. Je suis désolée, c'est l'actrice que je peux pas. Je veux dire, c'est-à-dire que Alpha, ce serait joué par quelqu'un d'autre qui ressemblerait peut-être un peu plus au comics, mais pas forcément qui ressemble à l'Alpha du comics, mais il manque du charisme, il manque une prestance. C'est un méchant parce que elle est tarée, elle est imprévisible, voilà, enfin c'est des chuchoteurs, etc. D'accord, ça y a pas de problème. Elle est effrayante, y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas un méchant que je vais aimer. Et le problème, c'est qu'à côté de Negan ou du gouverneur, bah Alpha, c'est pas ça. C'est-à-dire que Beta, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de potentiel. Je veux dire, il dit 3 phrases, hein, mais déjà rien que son allure, déjà il fait un peu monstrueux et tout. Et pour le coup, bah il a vraiment l'aspect qu'il a dans le comics. Effectivement, parce que c'est vrai que je préférais que Alpha ressemble à celle du comics, mais même sans ça, j'ai du mal avec l'actrice. J'aime pas son jeu. Je trouve que ça va pas avec. Il y a juste effectivement le moment où elle va décapiter la fille, où elle va dire oui voilà, la meute, elle est avec moi, c'est grâce à moi qu'ils ont survécu, tout ça. Là, à ce moment-là, je dis c'est pas mal. Ce moment-là qui est assez incroyable, quand elle dit quand même qu'elle a regardé sa fille en train de s'étouffer, elle a attendu qu'elle s'évanouisse pour l'aider, qu'elle l'a regardé s'étouffer, devenir bleue. Enfin, mais c'est quand même complètement taré, mais cette façon dont elle l'a raconté, c'était très bien. Mais le reste du temps, je sais pas, je peux pas. C'est physique, et je pense qu'à ce niveau-là, ça changera pas du tout. Même Garrett à côté, je le préférais, hein. En fait, ce qui va plus m'intéresser, c'est effectivement le groupe de chuchoteurs et son côté vraiment atypique. Il y en a Beta et sa relation avec sa fille Lydia, mais en dehors de ça, le personnage d'Alpha en lui-même, j'ai du mal, voilà, ça passera pas, je pense, quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai besoin d'un méchant que je vais aimer, et c'est pas un méchant que je vais aimer ou que je vais aimer suivre, alors que Beta, c'est un personnage qui va beaucoup m'intéresser. Je vois 2 secondes et je sais déjà que c'est un personnage que je vais apprécier. En tout cas, Alpha peut essayer de se faire passer pour un animal ou tout ce qu'elle veut, ça n'empêche pas qu'elle a quand même des moments de faiblesse, et notamment le fait d'avoir été défiée, ça lui pose quand même problème, puisque c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et puis là, bon, ça aurait pu effectivement tourner mal, je veux dire, il n'y aurait pas eu Beta, ça aurait été très très compliqué. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle se rend compte que certains choix peuvent la rendre moins légitime au fur et à mesure à son poste de leader. Donc elle doit faire attention, mais on a Beta quand même qui la soutient, et qui pense aussi aux menaces extérieures. Et il y a le problème Henry qui est captif des chuchoteurs, et qui va donc forcément amener des gens à venir le chercher. Et donc d'autres menaces vont donc arriver pour les chuchoteurs. Et donc à la fin de l'épisode, on a Alpha qui a demandé à Lydia de tuer Henry. Donc ça, on le voit venir, on sent qu'elle va lui demander forcément quelque chose qui va tester justement son attachement envers
Henry. C'est soit elle tue Henry et du coup elle est avec les chuchoteurs, soit elle le tue pas et donc elle est ennemie. D'ailleurs Alpha lui dit même qu'elle serait capable de tuer tous les deux si jamais Lydia ne tue pas Henry. Enfin c'est quand même assez quelque chose d'assez voilà quoi quand même de dire à sa fille qu'elle est capable de la tuer. Mais il faut absolument que sa fille soit totalement loyale envers elle. Et donc pour le prouver, elle veut encore lui la faire passer par une épreuve qui va être très très douloureuse. Bon après on s'attend à ce que Daryl arrive, voilà, qu'il les sauve, etc. Enfin voilà, ça on s'y attend. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, et ça c'est un petit clin d'œil au comics, mais bon je peux pas spoiler, c'est le fait que Daryl mette un masque de rôdeur. Donc c'est un autre personnage qu'il fait dans le comics puisque de toute façon Daryl n'existe pas. Mais j'ai bien aimé ce moment-là. Enfin je m'attendais pas à ce qu'il fasse du moins aussitôt. Je trouvais ça assez cool justement qu'il utilise ce stratagème justement de masque de rôdeur pour pouvoir se fondre parmi les chuchoteurs et parmi les rôdeurs. Et donc en plus l'ironie c'est quand même que les chuchoteurs certains vont se faire dévorer par des rôdeurs, notamment parce que quand ils sont dans leur camp, il y a pas mal de chuchoteurs qui enlèvent leur masque, on l'a vu d'ailleurs là, et on le voit aussi dans le comics, et donc forcément il n'y a plus de moyen de se mélanger aux rôdeurs, et donc ils sont totalement spotted. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, puis on a lui qui fait non mais je partirai pas sans Lydia, enfin genre le mec il a pris là les risques pour venir te chercher, c'est pas maintenant que tu vas commencer à pinailler. L'épisode prochain, on va donc voir le combat entre Beta et Daryl, on va voir beaucoup plus de Beta, j'espère qu'on en apprendra plus sur lui aussi, parce que c'est vrai que dans le comics, on finit par nous dire qui c'est, mais en dehors de ça, on n'apprend pas grand chose sur le personnage, et c'est comme avec justement Alpha, on était quand même assez frustrés du fait qu'on n'en savait pas plus sur ces personnages, et justement c'est là où j'attends la série, et notamment Beta qui, je pense d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, vous étiez beaucoup, tout comme moi, à en attendre beaucoup de lui, et je pense qu'on sera vraiment pas déçus, mais la suite augure de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse de l'épisode 12 de la saison 9 de The Walking Dead. N'hésitez pas si vous avez le temps à faire un petit tour sur mon compte Utip pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!